la radioactivité une horloge utilisable. Donc ça va être vraiment très intéressant pour notre affaire. Donc voilà comment ça se présente. J'ai essayé de ne pas trop faire de maths ce soir parce que j'avais peur de raconter des bêtises. Mais surtout, donc vous voyez ici, N0 c'est le nombre d'atomes qu'il y a au départ. Et bien au bout d'un temps T, qui est la demi-vie, eh bien, il ne reste plus que la moitié des éléments. Et c'est toujours la même règle mathématique, toujours. Alors, mais sauf que, bien entendu, ce temps va varier d'un élément radioactif à l'autre. Et on a donc une équation avec lambda. Le lambda, c'est la constante de désintégration radioactive de l'élément chimique. Et T, le temps qui passe. Donc voilà, vous avez des éléments pairs qui vont décroître et qui vont être remplacés par des éléments fils qui vont être de plus en plus nombreux. Et ça, c'est une découverte au début du XXe siècle. Donc là, vous avez un exemple bien connu avec le carbone 14. On en reparlera peut-être lors de la conférence sur la radioactivité, si elle a lieu. Et vous voyez ici qu'au départ, on n'a que des atomes, donc par exemple instables de carbone 14. Et à mesure que le temps passe, à T, on n'en a plus que la moitié. La demi-vie pour le carbone 14, c'est 5600 ans. Et puis ensuite, à mesure que le temps passe, évidemment, vous avez de moins en moins d'éléments radioactifs puisqu'ils se sont désintégrés au profit des autres. Donc c'est un véritable chronomètre naturel. Dès lors que le système est fermé, eh bien, vous pouvez lancer le chronomètre et véritablement, alors qu'est-ce que c'est la fermeture d'un système pour un être vivant? C'est sa mort, tout simplement. Puisque quand on est vivant, on échange encore de la matière avec l'environnement, évidemment. Dans le même temps, Pierre et Marie Curie, que vous voyez dans leur laboratoire, avec une robe pas très pratique, manifestement, pour faire des expériences d'ailleurs un petit peu dangereuses, puisqu'ils étaient quand même avec la radioactivité toute la journée, et hélas, ça n'a pas été bon pour la santé. Enfin, Pierre Curie n'a pas eu le temps d'avoir son cancer, hélas pour lui. Et donc, en 1903, il montre que la désintégration du radium produit une grande quantité de chaleur. Ça les brûle, ça, ils peuvent se brûler la peau même. Et donc de nombreux éléments naturels présents sur Terre contenant du radium, les physiciens Robert Strutt remet en cause, avec d'autres, le raisonnement de Kelvin dans son estimation de l'âge de la Terre. Puisqu'en fait, on peut dire désormais que la radioactivité génère de la chaleur. Et donc par conséquent, la Terre n'a pas pu se refroidir, puisqu'il y a encore cette radioactivité qui la chauffe. Donc vous voyez que le refroidissement n'est pas bon. Et d'ailleurs, voici un petit extrait d'une conférence de Ernest Rutherford qui raconte assez bien un petit peu l'ambiance de l'époque. Il dit « J'entrai dans la salle à moitié sombre et remarquai immédiatement la présence de Lord Kelvin. Je compris que j'aurais des difficultés avec la dernière partie de ma conférence où j'abordais l'âge de la Terre car mes idées contredisaient les siennes. J'eus alors une inspiration soudaine et dit « Lord Kelvin a donné une limite supérieure à l'âge de la Terre, sous la condition qu'on ne découvre pas de source de chaleur nouvelle. Cette possibilité, prophétiquement annoncée, c'est précisément le sujet d'aujourd'hui, le radium. Voyez, le vieil homme me gratifia d'un sourire. » Donc il fallait un petit peu ménager le personnage. Et donc voilà un petit peu l'idée. Donc la dissipation de l'énergie initiale, c'est en fait la Terre, s'il y avait eu que l'énergie initiale, la Terre se serait refroidie en quelques dizaines de millions d'années, comme l'avait calculé Kelvin, effectivement, mais évidemment, c'est la radioactivité qui la chauffe toujours et qui fait que la Terre est toujours une planète active, avec d'ailleurs une tectonique des plaques, des volcans, etc. On pourra en reparler si vous voulez. Évidemment, 1905, c'est également une année miraculeuse, d'ailleurs on l'appelle Annus Mirabilis, puisque c'est quand même l'année où Albert Einstein va faire quand même 4 publications historiques. Chacune de ces publications est une révolution de la physique. En fait, chaque publication d'Einstein cette année-là aurait suffi à assurer au moins la carrière d'un savant pendant 40 ans ou 50 ans. Il faut bien avoir conscience de ça. C'est-à-dire qu'en quelques mois, il publie les bases de la mécanique quantique, il publie une explication du mouvement brownien, il publie également une analyse, une prédiction de l'existence des atomes. Parce qu'encore, les atomes, on ne connaît pas encore. Est-ce que les atomes existent? On ne les a pas vus. Et donc lui, il fait des calculs et il démontre que les atomes existent. Enfin, extraordinaire. Alors qu'à ce moment-là, il est juste employé de seconde classe au bureau des brevets de Berne. Hein. Il n'est même pas professeur de rien, hein, le type. Hein. Donc vous avez compris. Bon, il y a des gens comme ça, il y en a un par siècle, et encore les bons siècles.
Et donc, effectivement, donc la théorie de l'atome va véritablement naître à ce moment-là. Donc là, pardon, c'est la vision de Rutherford, c'est une espèce de petit système solaire. Là, c'est la vision de Niels Bohr, qui va proposer donc d'ailleurs un modèle qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et puis, en fait, bon, l'atome, c'est pas une bille, hein, c'est une espèce de nuage électronique beaucoup plus compliqué. Ça, on le saura plus tard, évidemment. Donc, la première tentative pour mesurer l'âge, véritablement, d'une roche, eh bien, elle va être faite grâce à l'hélium produit par la désintégration du radium. 1904, Ernest Rutherford attribue à un échantillon un âge de 40 millions d'années, qu'il révise en 1905 à 140 millions d'années, puis en 1906 à 500 millions d'années. Vous voyez un petit peu les erreurs, éventuellement, qui pouvaient circuler. Mais en tout cas, ça monte beaucoup en âge déjà. Donc là, ça commence à être intéressant pour les géologues. Lord Rayleigh, par la même méthode, est le premier en 1905 à dépasser le milliard d'années. Mais attention, les mesures de l'hélium sont cependant biaisées, car d'une part, l'hélium ne reste pas confiné dans la roche, mais peut s'échapper, et d'autre part, il peut provenir d'une autre désintégration. Donc c'est pas précis, mais on a un début d'idée. Arrive Boltwood en 1905, qui va faire une autre datation. Il va mesurer le rapport uranium-plomb, et grâce à cette méthode, l'âge des plus vieilles roches devient un âge de 1600 millions d'années. Cet allongement soudain des temps géologiques, d'ailleurs, perturbe considérablement les géologues. Car s'ils l'acceptent, il leur faut reconnaître que la vision de l'histoire de la Terre qu'ils défendaient si ardemment n'était que très partielle. Et désormais, la physique est maintenant trop longue pour la géologie. Alors là, c'est embêtant, il faut savoir ce qu'on veut. Donc maintenant, parce que les géologues, ils auraient bien aimé 500 millions d'années, mais 1,5 milliard d'années, alors là, on ne sait plus. Et d'ailleurs, vous remarquez que dans l'échelle des temps géologiques, c'est resté. Puisque pendant longtemps, on a parlé de l'ère primaire, secondaire et tertiaire, mais l'ère primaire, elle commence quand? Il y a 500 millions d'années. Donc du coup, à mesure qu'on trouvait des âges de plus en plus vieux, eh bien, on a créé le précambrien, et qui en fait est très très long, le précambrien, parce qu'il dure 4 milliards d'années. C'est complètement fou cette histoire. Hein. Donc vous avez compris. Autre grande découverte en 1911 par Soddy, c'est l'existence des isotopes. Donc les isotopes, vous en avez le plus simple ici, c'est bien sûr l'hydrogène, qui peut avoir l'isotope du deutérium et du tritium. La seule différence, c'est le nombre de neutrons à l'intérieur du noyau. Et ça va être très intéressant pour faire des datations, puisqu'on se rend compte qu'il existe plusieurs isotopes du plomb, qui est stable. D'ailleurs, le stable, c'est vraiment le dernier stade de la désintégration radioactive, le plomb, et donc on va pouvoir s'en servir pour faire des datations précises. Arrive 1927 avec cette célèbre photo, évidemment, le congrès Solvay de 1927, où vous avez quand même 17 prix Nobel sur 29 invités, hein, donc c'est quand même pas rien, donc certains ont eu 2 fois le prix Nobel, comme Marie Curie, qui est au passage la seule femme de l'assistance. Alors vous avez certains noms bien sûr très connus, bon là il y a Auguste Piccard qui a servi de modèle pour le professeur Tournesol, pour l'anecdote, mais vous avez également Edwin Schrödinger, qui bien sûr avec son chat, le fameux chat de Schrödinger, Wolfgang Pauli, Heisenberg et son incertitude, en fait vous avez tous les pères de la mécanique quantique ici, qui, sans eux, je ne pourrais pas utiliser ce vidéoprojecteur ou l'ordinateur, par exemple, il faut quand même se rendre compte de ça. Et puis, bien sûr, ici, Lorentz, Einstein, Langevin, qui d'ailleurs a eu une aventure amoureuse avec Marie Curie, mais ça, on ne va pas le dire, c'est secret. Enfin, ça a fait scandale à l'époque. Et puis, et en plus, on l'a accusée, elle, en plus. Évidemment, vous avez compris. Hein, bon. Voilà, en tout cas, une photo historique avec... du QI au mètre carré. Hein. On a du savoir. Hein. Voilà, ça rigolait pas. Hein. Et j'ai réussi à mettre la main sur le rapport de ce congrès Solvay sur Internet. On peut le lire, mais hélas, je n'ai rien compris. Donc désolé, je vous en parlerai pas ce soir. Mais en tout cas, ça a permis de grosses avancées dans le domaine de la physique nucléaire et de la physique atomique. Et notamment, alors l'autre grande avancée, ça a été le projet Manhattan. Le projet Manhattan, pendant la guerre de 39-45, a permis de développer des appareils dans le domaine de la physique nucléaire. Et notamment, vous avez le physicien ici, Near, je ne sais pas comment on l'appelle, Near peut-être, avec son spectromètre de masse, de sa conception, qui va permettre de mesurer très précisément les rapports d'abondance des différents isotopes dans les roches et dans les minéraux. Et ça va être très intéressant pour pouvoir comprendre tout ça.
NIR en 1935, d'ailleurs, fait progresser les méthodes de radiochronologie. Donc là, vous avez ici les cascades de désintégration atomique depuis l'uranium 235, 238 ou le thorium ici, le thorium 232, bon ça, c'est pas très grave. Et grâce à ça, grâce à ça, il faut savoir que NIR va quand même trouver des échantillons de roches qui va dater à 2570 millions d'années, donc 2,5 milliards d'années. On commence à toucher le bon bout. Arrive Arthur Holmes. Arthur Holmes, pour ceux qui sont vraiment attentifs de ce que je raconte depuis des années, je vous en ai déjà parlé d'Arthur Holmes, puisque c'était quand même le premier soutien d'Alfred Wegener, Arthur Holmes. C'est-à-dire que dès 1913, il propose un âge de la Terre de 1300 millions d'années. D'ailleurs, vous avez ici le modèle de Holmes avec la convection mantélique qui va servir d'appui à Wegener pour sa dérive des continents à la même époque. Donc ça, c'est quand même pas n'importe qui, monsieur Holmes, élémentaire. Et donc, effectivement, également, il va travailler avec Friedrich Utermann. Alors, je ne sais pas s'il travaille avec eux, en tout cas, c'est concomitant. Et tous les deux vont montrer qu'on peut atteindre, effectivement, grâce à des méthodes de mesure, un âge entre 3 et 3,4 milliards d'années. Donc, on commence à avancer. On est en 1946 ici. Puis arrive, alors le problème, il y a un problème. C'est que là, maintenant, le problème, c'est plus les géologues. Les géologues, ils sont largués, ils ne comprennent plus. C'est les astronomes, parce que les astronomes, il y avait Edwin Hubble que vous reconnaissez avec sa pipe, et en fait, il avait fait des calculs dès 1929, il avait estimé l'âge de l'univers entre 1,8 et 2 milliards d'années. Et maintenant, on se trouve à trouver des roches qui sont plus vieilles que l'univers. Alors là, on est embêté. Franchement, là, on est très embêté, et donc il faudra attendre les années 50 pour que les astronomes révisent leur échelle de distance intergalactique et comprennent que l'univers n'avait pas 2 milliards d'années, mais en fait beaucoup plus que 10 milliards d'années, en fait. Donc vous voyez un petit peu, c'est tout récent tout ça, c'est pratiquement contemporain peut-être de certaines personnes ici. Hein, c'est complètement fou. Et donc arrivent des différentes méthodes, je l'ai récupéré dans un bouquin d'SVT en classe, c'est ce qu'on fait en classe, ça. Hein. En fait, on vous explique en gros les différentes méthodes de datation absolue qui vont véritablement naître au moment de la guerre ou juste après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avec notamment différentes techniques graphiques où on va pouvoir mesurer des rapports. Là, vous avez le rapport rubidium-strontium, le rapport potassium-argon et le rapport qui va nous intéresser pour l'âge de la Terre, c'est le couple uranium-plomb avec la lecture sur une courbe très spéciale qu'on appelle la courbe de Concordia qui va permettre de prédire l'âge de la Terre. Et donc cette courbe obtenue donc, par des observations en laboratoire, eh bien en fait il va suffire, c'est pas si simple que ça, de mesurer le rapport en plomb 206 et en plomb 204 et ensuite le plomb 207 et plomb 204 dans l'échantillon mesuré, positionner le point et ensuite dès qu'on a 2 points on peut tracer une droite et donner l'âge de l'échantillon. Donc ça c'est quand même extraordinaire et effectivement ça va être la technique qu'on appelle les isochrones. Donc voilà, vous avez ici en résumé les 50 ans de datation de roches de la Terre. Donc vous voyez que 1896 ça va quand même très vite, hein. Becquerel découvre tout ça, Pierre et Marie Curie travaillent là-dessus, Rutherford approfondit, Rayleigh avance, donc tout ce petit monde prédit des âges de plus en plus grands et arrive donc la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, on va découvrir de nouveaux isotopes très intéressants, de nouveaux éléments radioactifs, pardon, dont la demi-vie est calculée en laboratoire et avec des durées parfois extrêmement longues, donc évidemment, qui vont être des outils de datation très intéressants pour l'avenir. Le problème, c'est comment dater l'âge de la Terre, puisqu'en fait, on se rend bien compte que la surface de la Terre a été recyclée en permanence. Or, on voit bien que, par exemple, pour trouver des roches très vieilles, ben, il ne faut pas aller en Europe, parce que tout a été recyclé, il n'y a que des roches assez récentes en Europe. Donc, et les plus vieilles roches terrestres, on sait aujourd'hui que c'est bien sûr les roches que l'on trouve pas très loin du lac des Esclaves au Canada. En fait, elles ne sont pas si vieilles que ça, elles ont 3,8 milliards d'années, donc elles ne sont pas vraiment au début de l'âge de la Terre. Le plus vieux zircon, hein, qui est un cristal, c'est en Australie, 4,4 milliards d'années, c'est pas vraiment encore le début. Donc, en fait, où aller chercher une roche qui pourrait véritablement donner l'âge réel de la Terre? Donc, c'est pas sur Terre qu'on va aller la chercher. En fait, dans les années 50, le modèle de formation du système solaire propose que tous ces éléments se sont formés en même temps.
Ainsi, dater un objet primitif du système solaire, tel qu'une météorite, permet d'accéder à l'âge des planètes, dont la Terre. Et quoi de mieux qu'un astéroïde ou une... Alors là, vous avez un astéroïde, mais vous avez également la comète, Churyumov-Gerasimenko. Bon, là, bien sûr, on n'avait pas ces belles photos à l'époque, ce sont des photos qui ont été prises il y a quelques années. Donc, ce sont des objets qui n'ont pas bougé depuis la formation du système solaire. Hein, il faut bien se rendre compte que ça, cet objet est tel qu'il est. Il a peut-être un peu fondu au gré des passages, mais c'est un objet qui a 4,5 milliards d'années, on le sait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les vestiges, vraiment, du système solaire primitif. Et donc, c'est là qu'arrive notre ami Claire Patterson, dont on fêtera le centenaire de sa naissance, c'est-à-dire l'année prochaine. Et donc, c'est grâce notamment à son directeur de thèse, en quelque sorte, hein, Harrison Brown, alors pas vraiment directeur de thèse, c'était son patron, en fait, hein, qui a eu l'idée lui-même de dater, en fait, de dater quoi? Ben, de dater des météorites. En fait, les météorites, elles se sont formées forcément en même temps que la Terre. Et donc, quelle météorite utiliser? Ben, en fait, on va faire avec celle qu'on a. C'est la météorite de Canyon Diablo. Et cette météorite de Canyon Diablo, en fait, vous la connaissez, je vous en ai déjà parlé dans une conférence, c'est celle qui a notamment fait ce trou, tout simplement, ce cratère, ces météores cratères en Arizona. Donc cette météorite est tombée il y a 49 000 ans et elle a laissé ce trou, ce cratère extraordinaire de 1300 mètres de diamètre. Et on a retrouvé des échantillons, bien sûr, de cette météorite qui est métallique, comme vous pouvez le constater, hein, avec ces fameuses figures de Widmanstätten. C'est comme ça que c'est le scientifique qui les a trouvées. Et en fait, c'est une espèce de structure cristalline de fer et de nickel. Et donc, c'est avec ces échantillons que Claire Patterson va travailler. Et en fait, au début, il croit que ça va être facile. En fait, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Parce qu'en fait, il faut qu'il mesure de manière très précise les teneurs en plomb de la météorite. Et il va commencer ses travaux en 1947, il ne trouvera qu'en 1953. 6 ans de travail, vous vous rendez compte. Mais il se dit, mais pourquoi mes résultats sont faux? À chaque fois, il trouve beaucoup trop de plomb, le plomb, il y en a partout, ça ne va pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Mon laboratoire, pourtant, il a tout nettoyé, mais ça ne va pas. Manque de peau, il se rend compte que même les produits d'entretien sont pleins de plomb. Donc, en fait, ça ne va pas du tout. Donc, finalement, au bout de quelques années, il arrive à déménager et il va à Caltech. Alors, Caltech, si vous ne connaissez pas, c'est la grande université de California Institute of Technology. Si vous êtes un génie, c'est là qu'il faut aller. Donc, alors moi je suis allé voir, mais j'ai juste visité pour voir, hein, c'est tout. Hein. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai pris des photos, c'était sympa. Voilà, les tronches, elles sont là actuellement encore aujourd'hui. Et donc, il va avoir un super laboratoire qui existe encore. Il va d'ailleurs créer la première salle blanche de l'histoire. C'est la salle blanche, une salle totalement étanche. Parce que les laboratoires, à l'époque, c'était des classes comme qu'on connaît, aux 80. Donc, ça n'allait pas du tout. Et donc, il va pouvoir faire des mesures. Voilà quelques photos où il est un peu plus vieux. Là, il est au moment où il fait ses expériences. Donc, c'est pas évident à faire. Et surtout, il trouve toujours trop de plomb, et donc ça va être un souci. Voilà une photo d'époque où on le voit en train de nettoyer de manière vraiment ardue. Ça va faire un homme qui fait le ménage, ça fait toujours plaisir. Donc, effectivement, il se rend compte qu'il y a trop de plomb. Et en fait, ça va lui mettre la puce à l'oreille, et il va se rendre compte que ce plomb, ben, c'est pas normal qu'il y ait tout ce plomb. Et donc, on va en parler juste après, mais ça va être une révélation pour lui. Bon, avant de parler de ça, donc il arrive à faire la mesure, c'est-à-dire qu'il arrive à nettoyer tout le plomb en trop, à faire la mesure. Il va se rendre au laboratoire d'Argonne, qui vient de mettre en service en 1953 un des plus puissants spectromètres de masse de l'époque. Ça ressemble à ça, en fait, une espèce d'accélérateur de particules dans un laboratoire. Et il va pouvoir enfin faire la révélation. C'est ça, la fascination de la découverte, en quelque sorte. C'est le premier être humain qui va avoir accès à la révélation de l'extraordinaire. Voilà comment ça fonctionne, un spectromètre de masse. On va ioniser en fait l'échantillon, puis ensuite avec des champs magnétiques, on va faire migrer les atomes dans un champ qui vont donc, suivant leur masse, avoir une trajectoire différente, et le détecteur va pouvoir permettre de dire quel est le taux de plomb 207, etc. etc. C'est quand même assez perfectionné cette histoire. Alors, il est peut-être un peu tard pour rentrer dans les détails des calculs, mais voilà, je commence à fatiguer aussi, mais disons que
il va utiliser cette technique pour pouvoir tout simplement calculer le taux de plomb restant, puisqu'en fait, vous le voyez, l'uranium 238 se désintègre en plomb 206 et l'uranium 235 en plomb 207. Donc en mesurant les taux de plomb et les rapports surtout de plomb, puisqu'en fait c'est une cascade de désintégration, il va pouvoir véritablement calculer, mesurer des rapports, et en fait en mesurant ces rapports, il va obtenir une équation de la forme y égale mx plus p. Alors ça doit vous parler, c'est une fonction affine bien entendu, hein. En fait on obtient une droite. Voilà. Et en fait, la pente M de la droite va permettre de donner l'âge de la roche, tout simplement. Ce sont des maths, c'est pas compliqué. Et, un petit peu quand même. Hein. Et donc, en fait, vous voyez, bon là l'équation est compliquée, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a petit t, c'est le temps. Donc avec un calcul mathématique que je vous laisserai faire sur un coin de table, eh bien, vous pouvez extraire le temps et vous aurez l'âge de votre roche, mais c'est quand même assez compliqué à faire. Hein. Et donc, voilà la courbe Concordia. Et en fait, il va tracer ses mesures sur cette courbe. Et voilà le résultat, la publication de 1956, puisqu'il faudra quand même 3 ans pour vérifier les résultats. Mais c'est la publication d'origine que j'ai réussi à retrouver avec son petit graphique. Et il arrive à avoir eu un encadrement entre A et B, entre 4,5 milliards d'années et 4,6 milliards d'années. Donc on est à 4,5 milliards d'années, 4,55 milliards d'années. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est quand même le premier être humain à avoir eu l'information, en quelque sorte. On peut supposer, on peut imaginer l'émotion qu'il a eue, surtout qu'il a mis 6 ans à obtenir ça. Donc c'est quand même assez fascinant. Et donc il faut savoir que l'erreur de son calcul est à plus ou moins 80 millions d'années près. Aujourd'hui, hein, sa valeur tiendra plus de 50 ans. Aujourd'hui, on arrive à avoir une valeur à peu près à 20 millions d'années près. Donc il était quand même très très bon au niveau des mesures. Hein. Donc ça... alors pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que M. Patterson, moi j'ai découvert ce monsieur, je ne connaissais pas, dans un épisode de l'excellente série Cosmos, qui a été diffusé sur National Geographic Channel et que je ne saurais que trop vous conseiller de voir ou de vous procurer. C'est la meilleure série scientifique de tous les temps que j'ai pu voir en 40 ans pratiquement. Et en fait, à l'aide de petits dessins animés d'explications scientifiques très bien faites, eh bien, il raconte la vie d'un savant. Voilà. Et donc là, il racontait la vie de Claire Patterson. Et en fait, il raconte que la première personne qu'il est allé voir après avoir trouvé la réponse, ben, il est allé voir sa mère. Voilà. Donc, il a expliqué à sa mère pourquoi il était resté enfermé dans un laboratoire pendant 6 ans. Et sa mère, elle a été en quelque sorte la deuxième personne à savoir l'âge de la Terre. C'est complètement fou cette histoire. C'est complètement fascinant, je trouve. Extraordinaire. Et très émouvant surtout. Et donc, M. Patterson, ça n'est pas fini. J'ai pas fini avec M. Patterson, parce que comme il avait compris qu'il y avait trop de plomb dans son laboratoire, en fait, ça lui a donné la puce à l'oreille. Et en fait, il s'est engagé dans un combat qui va l'engager pendant 40 ans. Parce qu'en fait, il va se rendre compte que ce plomb, trop présent dans son laboratoire, en fait, il est présent partout, et il n'est absolument pas naturel. En fait, ce plomb provient de l'essence au plomb. C'est ça le problème. Et en fait, c'est l'être humain qui a contribué à la pollution de l'atmosphère. Manque de peau, qui le finance? Les pétroliers. Et donc vous comprenez bien que dès le lendemain de la publication de son papier où il accuse l'essence au plomb, eh bien il va avoir des visites, il va avoir des pressions, on va même tenter de le licencier. Donc vous imaginez un peu l'ambiance. Et malgré tout, il va être soutenu par le gouvernement américain et l'armée américaine. Et il va continuer ses recherches. Et il va se battre pendant 40 ans contre notamment ce monsieur, Robert Kiyot, qui était en fait un scientifique aussi, mais qui était payé par les compagnies pétrolières pour défendre le beefsteak. Donc vous comprenez, c'est la première fois véritablement qu'on va utiliser la science pour vendre du mensonge. Il faut quand même se rendre compte de ça. Lui, il est payé pour dire que tout va très bien. Tout va très très bien, le taux de plomb est tout à fait naturel. Et lui, il va démontrer que c'est faux. Et puis le monsieur au milieu, c'est Thomas Midley, qui est en fait l'inventeur de l'essence au plomb. Alors ce type, vous ne le connaissez pas, mais c'est un génie de l'invention, mais c'est aussi, on va voir un petit peu son histoire assez particulière. Il faut savoir que le plomb était partout, il était dans les peintures, donc on en vendait les mérites, et c'était surtout dans l'essence. Donc là vous avez une publicité de 1953, en fait il était sous la forme de tétraéthyle de plomb, et donc évidemment tout ça était respiré allègrement par les gens qui vivaient à cette époque-là.
Et donc Thomas Middeley, il faut quand même le savoir, d'ailleurs d'après l'historien McNeill, il dit tout simplement que Middeley a eu plus d'impact sur l'atmosphère qu'aucun être vivant quelconque dans l'histoire de la planète. Parce que c'est quand même lui qui a complètement pollué l'atmosphère grâce à ses études, à son travail, et qui a libéré toute l'atmosphère. Et alors, tenez-vous bien, non seulement il a inventé l'essence au plomb, mais il a aussi inventé les chlorofluorocarbones qui sont responsables du trou de la couche d'ozone. Donc vous voyez un petit peu le destin de ce type qui bien sûr était un idéaliste de la chimie, il était persuadé de faire le bien. Et manque de peau, donc on l'a nommé l'homme le responsable du plus grand nombre de décès au monde. Ironiquement, il s'empoisonne avec sa propre invention au plomb à 51 ans et contracte la polio. Il reste handicapé. Il reste jusqu'au bout son humeur, il garde son humeur inventive et bricole un système ingénieux de cordes et de poulies pour s'aider à se relever dans son lit. Manque de peau, il se prend accidentellement dans les cordes de son lit et meurt étranglé à 55 ans. Excusez-moi, c'est terrible. Mais là, c'est le karma. Là, c'est le karma, c'est possible. Là, c'est affreux. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, je vais le mettre parce que c'est totalement surréaliste cette affaire. Ce type qui a contribué à bousiller la planète, à polluer l'atmosphère et à trouer la couche d'ozone, et il finit étranglé par sa propre invention. C'est complètement fou. Et mine de rien, donc Patterson a démontré que les taux de plomb par le passé étaient beaucoup plus bas. Alors certes, il y a eu des pollutions à certaines époques, mais les pollutions du XXe siècle étaient énormes. C'est à partir des années 40 que ça a vraiment explosé, et donc ça a été vraiment une catastrophe. Il fait des mesures dans l'océan, il démontre que les océans en profondeur contiennent beaucoup moins de plomb, l'aide c'est le plomb, que les eaux de surface, et donc il dit très clairement que les plus hauts niveaux de l'océan semblent être pollués par l'industrie du plomb, très clairement. D'ailleurs, on fait des mesures dans des squelettes. Regardez, un squelette péruvien de 4500 ans, il a 5,6-10-8 plomb par calcium, alors qu'un américain moderne, il était à 3500. Donc il y avait du plomb partout, ça empoisonnait les enfants, il y a des problèmes de santé très graves, et ça a été occulté par l'industrie pendant des années, tout ça. Et donc, il a fallu attendre effectivement plusieurs années pour que finalement on diminue la production de plomb et que finalement on interdise totalement. Et en fait, on est tout à fait dans l'actualité, puisque la dernière station à essence qui vendait du plomb vient de fermer ses portes. Vous voyez qu'on est le 31 août 2021. Et donc la dernière station essence qui vendait du plomb, qui vendait de l'essence au plomb, c'était en Algérie. Et donc officiellement, c'est terminé. L'essence au plomb est totalement arrêtée. Alors chez nous, elle est arrêtée depuis quand même presque 30 ans, quand même, hein. Mais il y avait encore des pays qui l'utilisaient. Et donc maintenant, il faudra bien sûr des décennies pour que le taux de plomb redevienne normal, voire des siècles. Hein. Comme la couche d'ozone, hélas, pour d'autres raisons. Donc, épilogue. Épilogue, avant de dire l'épilogue, il faut quand même se rendre compte que vous imaginez tout ce que l'on doit à M. Patterson. Et donc, certes, il a calculé l'âge de la Terre, très bien, c'était l'objet de la conférence, mais grâce à lui également, on a compris qu'on était en train de s'empoisonner avec cette essence au plomb. Alors peut-être qu'on l'aurait compris différemment, mais en tout cas, il a permis d'éveiller les consciences. Il a réussi aussi à bien communiquer auprès des politiques, notamment du Sénat américain, pour pouvoir vraiment faire ce qu'il y avait à faire. Donc, 40 ans de combat juridique quand même, hein, il faut quand même y croire, hein, quand même, hein. Et bravo ce monsieur qui, hélas, n'est pas tellement connu. Donc, épilogue. Eh bien, vous voyez que l'âge de la Terre, ça a été un long débat, hein, parce que les temps antiques, on va dire, on pensait que la Terre était plus ou moins éternelle. Ensuite, on s'est fixé sur un âge très très faible, hein, autour de 6000 ans. Ensuite, donc, Buffon commence au XVIIIe siècle à proposer des âges plus importants, 75 000 ans. Le débat du 19e siècle avec donc, la controverse entre Lyell, Darwin qui proposait plutôt des centaines de millions d'années et Kelvin qui lui restait arc-bouté sur ses calculs de refroidissement qui proposaient essentiellement entre 20 et 100 millions d'années pour les plus larges. Et puis enfin, la datation de M. Patterson en 1953 qui est toujours la datation qui fait autorité aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un beau chemin de réflexion au niveau de l'histoire des sciences. Donc, voilà, d'ailleurs, là, on voit très bien, avec une échelle logarithmique, entre Usher et Patterson, hein, il y a une croissance assez intéressante. Alors, cependant,
je termine, mais il y a quand même un petit souci. J'ai réussi à retrouver cet article qui date de 2009, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une corrélation entre la constante de désintégration radioactive de certains éléments et la distance entre la Terre et le Soleil. Alors ça, c'est quand même un truc qui est surprenant, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis Rutherford, on pense vraiment que les constantes de désintégration radioactive sont constantes, sinon je ne serais pas appelé ça comme ça. Et évidemment, si cette découverte s'avérait exacte, alors visiblement je n'ai pas réussi à trouver de papier plus récent, mais en tout cas ça mériterait d'être un petit peu plus creusé, ça serait un coup de tonnerre, parce que peut-être qu'en fait on pense que les flux de neutrinos, qui sont des particules très petites qui sont émises par le Soleil, pourraient jouer un rôle dans la déstabilisation de certains atomes radioactifs et accélérer plus ou moins leur désintégration. Et donc, ça pourrait être peut-être on serait peut-être à la veille d'une nouvelle grande découverte qui permettrait de faire avancer encore la science. Tout ça pour faire comprendre que la science, bien sûr, n'a pas dit son dernier mot. En fait, ce que je vous ai présenté ce soir en termes d'âge de la Terre, ce sont des connaissances telles qu'elles sont depuis en gros un siècle, mais peut-être que dans 50 ans ou dans 100 ans, on va trouver d'autres choses et qu'on affinera ou on dira en fait c'était totalement faux, ça s'est passé différemment. Donc il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Et je pense que d'ailleurs un bon scientifique ne doit jamais être totalement dans l'affirmation et dire c'est comme ça, on en est sûr. Non, sinon on tombe dans le dogmatisme également, et ça c'est pas bon non plus. Donc pour conclure, effectivement, vous voyez un petit peu cette espèce de frise qui est un petit peu le fil directeur de la soirée. Ben, vous voyez qu'on a quand même presque plus de 2000 ans de débats, 2000 ans de conjectures, de controverses. On peut quand même cependant noter quand même le rôle, effectivement, en tout cas en Occident, de la religion, qui a quand même contribué à un petit peu étouffer les raisonnements. Hélas, c'est triste, mais il faut quand même le dire, puisqu'on aurait peut-être pu trouver ces âges, ou du moins avoir des raisonnements scientifiques un peu plus étayés beaucoup plus tôt, mais qui ont été souvent étouffés dans l'œuf pendant plusieurs siècles, notamment en Europe, en raison de dogmatisme, de positions plus ou moins dogmatiques, et avec surtout cette estimation d'âge ridiculement faible proposée par certaines personnes, et qui en fait est une espèce de parenthèse dans l'histoire de l'humanité, parce que l'humanité auparavant ne se prenait pas tellement la tête, si j'ose dire, sur ces âges-là. Quand on a commencé à se poser des questions, et bien ensuite on a commencé à dire que c'était vraiment jeune, et puis ensuite quand on a vraiment creusé le sujet, si j'ose dire, eh bien, on voyait bien que la Terre était vraiment très très vieille, de plus en plus vieille, et aujourd'hui, un âge donc, de plusieurs milliards d'années qui est bien sûr extrêmement difficile à envisager pour nous en tant que simple être humain. Mais au niveau, on peut quand même saluer le travail de M. Patterson qui, en fait, au niveau de tous ces grands noms que j'ai cités, c'est quand même un des plus simples, puisqu'il était simple fils d'instituteur, cet homme, et donc, évidemment, cet homme-là ne pouvait faire ce travail de découverte que parce qu'il est né au XXe siècle. En gros, il faut dire les choses comme c'est. Évidemment, Buffon était un aristocrate, et même Lord Kelvin, c'était un lord. Enfin, il a été ennobli par la reine, mais on va dire, il n'était pas né dans une ferme. Donc, là aussi, il faut aussi voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a de belles découvertes qui ont pu être faites au XXe siècle par des gens qui ont pu faire des études, apprendre des choses, parce que non seulement ils étaient intelligents aussi pour les faire, bien entendu, mais ils avaient eu la capacité de pouvoir les étudier en allant à l'école, tout simplement. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir conscience. Et en tant que prof, évidemment, je ne peux que défendre cela. Eh bien, je vous remercie. Voilà, donc si vous avez des questions, eh bien, j'y répondrai. Et je vois que j'ai fait 1h35, donc je suis dans mon timing, je suis quand même assez content. Donc, en tout cas,